moi, là, je vais vous faire une petite présentation. Je vais vous parler d'un projet qu'on a monté il y a quelques années. Et aujourd'hui, ce projet, il a une petite maturité, il a 3-4 ans. Et donc, je vous dirai un peu comment ce projet est né, je vous le décrirai. Et puis ensuite, je laisserai Jean-Louis vous donner les premiers résultats de notre programme des hanches prothésées en difficulté. Alors, le projet a germé, je pense, en y réfléchissant en 2 temps. Il y a un petit peu moins de 10 ans, j'étais jeune installé à l'Institut Nollet. Et j'ai eu à ma consultation une femme jeune de 40 ans qui avait eu une prothèse de hanche à Bordeaux. Et il y avait eu une complication avec une fracture péropératoire. Les chirurgiens avaient récupéré l'affaire. Et malheureusement, elle n'allait pas bien du tout. Et cette femme avait fait la tour de toutes les stars de la chirurgie de la hanche en France, non seulement à Bordeaux, mais à Paris. Elle avait beaucoup voyagé. Et inutile de vous dire que moi, j'étais un jeune chirurgien débutant. Mais j'avais un avantage sur tout le monde, c'est quand elle déboulait à la consultation d'une grande star de la chirurgie, elle arrivait au milieu d'une liste de 40 patients. Le chirurgien avait généralement 15 minutes à lui consacrer. Et moi, ce jour-là, c'était ma seule patiente de l'après-midi. Alors, autant vous dire que j'ai pris mon temps. Et ce qui m'a intéressé chez cette patiente, c'est que d'une part, elle était obstinée. C'est-à-dire qu'elle me disait faites quelque chose. C'est-à-dire que dans son faites quelque chose pour ma hanche, il y avait on peut faire quelque chose. Voilà. La deuxième chose qui m'a surpris, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à l'examiner, et en l'examinant, j'avais la sensation, enfin, en palpant sa hanche, en la faisant bouger, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Alors, toutes les radios étaient normales, la scintigraphie était normale, le scanner, il n'y avait pas grand-chose qui parlait, mais j'avais vraiment une intuition. Et sur la base de son intuition à elle, mon intuition à moi, et puis avec la notion que finalement on ne prenait pas beaucoup de risques dans un bon environnement chirurgical. Je l'ai opéré sans diagnostic. J'ai trouvé sur une coulée de ciment qui était en conflit avec le muscle piriforme. J'ai donné un petit coup de ciseau, j'ai enlevé le ciment et elle était guérie après mon intervention. Ça lui a changé la vie. Quelques années après, j'ai eu un autre cas qui est une histoire qui aujourd'hui, je dirais une histoire comme beaucoup d'autres, mais qui à l'époque est une histoire qui m'avait frappé. C'est une femme qui était encore en activité, 56 ans, qui vivait aux États-Unis, nationalité américaine, et qui avait été une ancienne danseuse artistique de haut niveau, qui était hyperlaxe, devenue obèse, et donc qui pilotait des Boeing. Et elle avait une histoire, elle débarque à ma consultation avec une histoire de luxation récidivante de prothèse de hanche gauche. Alors son histoire, très brièvement, ça commence par une fracture du col fémoral au ski. Ça se poursuit par une nécrose de la tête, une prothèse qui est clairement mal posée avec un syndrome du psoas. La cupule frottait contre son tendon psoas. Elle était surdimensionnée. Elle a été reprise par un chirurgien qui a su faire le bon diagnostic, mais qui malheureusement a entraîné une instabilité. Elle a fait des luxations. Elle a changé de chirurgien et là, le problème des luxations a été réglé, mais elle s'est réveillée avec une paralysie crurale. Et finalement, elle a mis des années, de 2005 à 2012, à récupérer de sa paralysie crurale, à faire de la rééducation, à récupérer. En 2012, elle envisageait de reprendre le travail, elle se luxe, sa prothèse est décellée. Elle va à la Mayo Clinic, qui est un centre de référence aux États-Unis, à Rochester. Et là, ils font une quatrième ou je sais pas, une troisième, quatrième révision. Dans les suites immédiates, elle fait une luxation, mais tenez-vous bien, cette fois-ci, une luxation antérieure. Elle avait fait 3 luxations postérieures, et là, elle fait une luxation antérieure. À la Mayo Clinic, ils lui mettent un Bermuda en résine avec une articulation. Et elle débarque à ma consultation le mois de février-mars. Elle me dit, en octobre, j'ai mon dernier test d'aptitude. Et au mois d'octobre, je perds mon diplôme de pilote de ligne. Et à ce moment-là, je suis allé voir avec Jean-Louis Debiès. Je lui ai dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour cette femme. Et je commençais à avoir l'expérience des prothèses sur mesure. Et je commençais à avoir bien l'habitude d'un protocole qu'on utilise, qui est une espèce de scanner extrêmement précis, où on fait des mesures extrêmement précises. Et je me dis, mais si on lui faisait ce protocole, un peu comme si on lui mettait une prothèse, en prenant l'autre hanche comme modèle, et on va voir un petit peu plus loin. Et effectivement, ce protocole a montré des choses intéressantes. Et je me dis, mais si on lui mettait une prothèse sur mesure. Donc en 2013, je la convainc de tenter une révision avec une prothèse sur mesure, ce qu'on peut faire au printemps. Et on a conçu une prothèse qui avait un col plus long, on a modifié un petit peu l'antéversion, on a utilisé une révision un petit peu particulière au niveau de la cupule acétabulaire. En octobre, elle m'a envoyé une photo d'elle aux commandes de son Boeing. Et là, j'ai dit à Jean-Louis, il faut peut-être qu'on réfléchisse, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, cette histoire,
En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette femme et la décision de l'opérer et le résultat qu'on a eu allaient à l'encontre de beaucoup de dogmes. On ne va pas y revenir, on en a un petit peu parlé, mais il est faux de penser que toutes les prothèses donnent un bon résultat. Il est faux de penser que lorsqu'une radiographie de prothèse est normale, la hanche est normale. Non, c'est simplement la radio qui est normale. Il est faux de penser que la seule indication de révision, c'est l'usure. Non, on peut tout à fait envisager des révisions chez des prothèses qui sont bien fixées. Il est également faux de penser que quelqu'un qui vient et qui traîne depuis 5 ans un arrêt de travail, qui est en invalidité, et quelqu'un qui a des problèmes psychiques et qui ne reprendra jamais le travail. Il est faux de penser que si quelqu'un vient avec un problème de rachis intriqué, avec un problème de hanche, cette personne ne relève pas de la chirurgie de la hanche. Et il est faux de penser que la révision de prothèse donne un moins bon résultat que les prothèses primaires. Cette patiente nous avait appris avec Jean-Louis que les personnes qui vivent avec une hanche prothésée en difficulté, ils savent, eux, qu'ils peuvent guérir. Et nos dogmes, ils ne les connaissent pas, ils les méprisent, et ils sont prêts à traverser des continents pour trouver des solutions. Alors l'idée est venue comme ça, et ensuite, la question, ça a été, mais est-ce que le projet vaut le coup? Est-ce qu'il y a de quoi faire un projet? Un rapide calcul, en partant d'un chiffre un petit peu basé sur la littérature, mais sur les intuitions, qui dit que peut-être il y a 3% des hanches qui ne vont pas bien en France. En fait, il y en a beaucoup plus, probablement. Si on part sur environ 100 000 personnes qui sont actives avec des prothèses de hanches chaque année, et que ces gens les gardent au moins 15 ans, on arrive facilement à la taille d'une bonne ville française de gens qui souffrent, qui ont des prothèses qui probablement ont des défauts. Pas forcément des défauts énormes. Ça peut être un petit problème de longueur, un petit problème d'orientation du col, ça peut être une inadéquation de la cupule, quelque chose qui ne se voit pas sur la radio mais qui peut-être se verrait. Alors ça valait le coup de faire un projet, et même on pouvait penser que l'enjeu dépasserait nos moyens. Pour que ce projet se mette sur pied et soit crédible, il était évident qu'il ne fallait pas, qu'il soit porté par un seul chirurgien. Un patient qui a perdu confiance dans son chirurgien, il a souvent perdu confiance dans la chirurgie et peut-être même dans la médecine, car finalement, le rhumatologue, le médecin du sport, le kiné, on voit des patients qui ont fait 50, 60 séances de kiné. Le patient perd confiance dans nous tous. Et donc cette approche collégiale nous semblait intéressante, d'une part pour additionner nos expériences qui sont forcément variées. Nous avons chacun été formés auprès de maîtres différents, nous avons rencontré des cas différents. C'est intéressant de croiser nos regards. Lorsqu'on est face à un patient qui a une hanche en difficulté, il y a des quantités d'informations à collecter, à voir. On passe chacun un certain temps focalisé sur une information, tandis que l'autre regarde de profil et le troisième de 3/4. Enfin, il faut savoir mettre en doute les acquis. Si l'un d'entre nous avait l'idée d'une hypothèse diagnostique ou d'une indication chirurgicale, il faut que les autres sachent l'arrêter si l'hypothèse n'est pas solide. Et par contre, il faut étayer les hypothèses, c'est-à-dire que si l'un d'entre nous est capable d'avoir une idée diagnostique ou thérapeutique et qu'il arrive à convaincre les autres, là on a une hypothèse très solide capable de proposer quelque chose au patient. Alors comment identifier ces nouvelles étiologies? Il est évident qu'il fallait passer en revue tout, et bien avec un esprit assez systématique. Rien qu'en prenant une feuille de papier et un crayon, très rapidement, il y a quelques années, on est arrivé à mettre sur papier plus de 25 causes différentes qui pouvaient expliquer une difficulté après prothèse de hanche. Et évidemment, on avait tout de suite à l'esprit les nouveaux outils 3D qu'on commençait à utiliser dans la hanche primaire, et on avait très envie de les utiliser dans les révisions de prothèses. Notre démarche intellectuelle, elle a été assez rapidement déterminée. C'était une démarche qui se basait en premier lieu sur une approche chronologique. Passer du temps avec le patient pour lui dire « Alors, racontez-nous, comment étiez-vous avant la prothèse ? Comment êtes-vous ? Comment s'est passée l'opération ? Etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé après ?» Cette approche chronologique était la colonne vertébrale de cette consultation que nous souhaitions mettre en place et de cette histoire, de cette enquête. Nous étions un petit peu comme des enquêteurs qui souhaitaient retracer une histoire qui n'avait pas forcément été parfaitement collectée, parfaitement comprise. Nous avions aussi évidemment besoin d'une approche systématique, penser os, penser tendons, penser neurologie, penser psychologie évidemment. Nous avons également dans notre approche, nous avions envie d'examiner ces hanches car il est évident qu'un chirurgien qui pose des prothèses de hanches passe peu de temps à examiner la coxarthrose. Le diagnostic est évident. Souvent lorsque vous adressez des patients, vous-même le patient, chacun sait qu'au seul vu de la radio, ça se terminera par une prothèse. Une fois que la prothèse est mise et si le résultat est décevant,
Alors l'affaire est très différente, la radio dit pas grand-chose et il faut passer beaucoup de temps. Et on avait très envie d'examiner ces patients, de comprendre pourquoi ils étaient plus longs assis et moins longs couchés, pourquoi ils faisaient du bruit dans un sens et pas dans l'autre, pourquoi est-ce qu'ils avaient une douleur dans telle position et pas dans une autre, pourquoi est-ce que la prothèse à droite marchait et l'autre marchait pas. On avait des quantités de choses à examiner et on avait envie de renouveler l'examen de la hanche. Et enfin, on avait à cœur de placer les impressions du patient au centre de notre consultation, basée donc sur une expérience que nous avions, que le patient qui venait voir un chirurgien avec l'idée d'une révision sur une prothèse qui ne fonctionnait pas, le patient avait souvent raison. Et si on ne trouvait pas la cause, on avait souvent tort de ne pas la trouver ou en tout cas de ne rien avoir à lui proposer. Alors le problème principal pour mettre en place un projet comme ça, c'était qu'on souhaitait s'adresser à des patients qui ne croyaient plus en nous. Et comment aller vers ces patients, comment restaurer la confiance d'un patient un peu désespéré et déçu et avec certainement une aigreur envers le corps médical. La première chose, c'est dépayser la hanche. On emploie souvent ce terme pour les affaires juridiques. Quand une affaire devient trop compliquée, qu'il y a un nœud psychologique, politique, social sur une affaire judiciaire, on la dépayse, on l'envoie à Paris ou à Lyon pour qu'il y ait des gens nouveaux, que ceux qui ont été impliqués dans la prothèse primaire soient déchargés de ce cas. Donc l'idée, c'était d'aller chercher des patients, y compris des patients qui venaient de loin. Ensuite, on voulait donc, nous pensions que d'apporter un regard nouveau qui n'avait pas connu cet échec, c'était en mesure, ça pouvait contribuer à rassurer le patient, qui pouvait s'ouvrir, exprimer ses doléances librement, sans souci de choquer, des conséquences sur son réseau de soins habituel. Nous pensions également qu'il était très important que ces hanches soient analysées avec objectivité. Donc, à la racine de ce projet, il n'y avait ni l'intention d'accabler les confrères, ni l'intention de les couvrir pour je ne sais quelle règle déontologique inexistante. Et nous avions au contraire plutôt l'intention de conseiller le patient et son chirurgien. Si une solution pouvait être trouvée, pourquoi pas les aider à aller vers cette solution. Donc, pour rétablir la confiance dans le réseau de soins territorial, il nous semblait qu'on n'avait pas le droit de se louper sur un point, c'est que la relation avec notre patient devait être exceptionnelle. Il fallait qu'on accorde vraiment à la fois du temps, de la disponibilité intellectuelle et matérielle et toute notre énergie, je dirais toute notre disponibilité et notre écoute à ces patients. Les outils que nous avons utilisés sont tous les outils diagnostiques modernes. Parmi tous ces outils, je n'en citerai que deux. D'abord, ce fameux protocole d'analyse 3D qui nous permet de poser une prothèse de hanche sur mesure. Aujourd'hui, on l'utilise je dirais, à rebours pour diagnostiquer les imperfections des prothèses, et c'est extrêmement intéressant. Et le deuxième outil qu'on utilise, c'est notre grande expérience de l'arthroscopie du hanche, nous amène maintenant très souvent à mettre une petite caméra dans la hanche, et là on voit une synovite, là on voit une métallose, là on voit un contact, là on voit un décèlement, on voit un tendon qui frotte, etc. etc. Alors, il restait à mettre en œuvre le programme. On n'allait pas s'asseoir à notre bureau et attendre que les patients viennent, car ils ne seraient pas venus. Donc, il nous semblait qu'on devait avoir une démarche de santé publique avec des moyens pour aller chercher ces patients qui étaient tout simplement sortis des réseaux d'adressage habituels. Nous devions mettre en place une communication active, ce qui est par des moyens de publipostage. Et donc, l'idée était de dégager un budget de communication qui, pendant plusieurs années, nous a permis de faire savoir que notre consultation existait. Comme je l'ai dit, on voulait aller chercher les patients partout sur le territoire national. Et donc, il nous semblait intéressant également de pouvoir proposer aux gens du sud de la France une consultation sur Lyon et aux gens plutôt du nord une consultation sur Paris. Alors, nous avons adressé notre communication, nous avons communiqué avant tout vers tous ceux qui sont les kinés, les ostéos, les chiro, qui voient les patients en pratique manuelle, mais également à des médecins de l'appareil locomoteur, radiologues, aux médecins nucléaires. Nous n'avons pas prioritairement communiqué auprès des chirurgiens orthopédistes parce qu'il nous semblait que nous n'avions pas encore la légitimité pour nous prétendre experts. On était simplement dans une démarche de découverte et d'initiation. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'une communication qui était très efficace était celle auprès de nos patients. Aujourd'hui, lorsque je vois un patient post-opératoire après une prothèse de hanche que j'ai posée, quand il va bien, on est à 1 mois et demi post-opératoire et qui vous remercie pour la prothèse. Généralement, je lui donne la petite plaquette, je lui dis « Écoutez, vous connaissez certainement autour de vous
des patients qui ont des problèmes. On a un problème de santé publique en France actuellement, des patients qui ont des prothèses qui vont pas bien, ils n'ont pas de solution, ils savent pas vers qui se tourner. Et donc je leur présente la plaquette et ils me disent « Ah mais docteur, j'en connais un, madame machin, je vais vous l'adresser ». Et donc auprès de nos patients, on a une communication qui est extrêmement efficace. Les patients sont des relais très impliqués dans ce projet de santé publique. Alors voilà ce qui est né, la consultation collégiale de conseil. Cette petite plaquette que vous trouvez ici, en bref, elle se déroule le samedi. Pourquoi le samedi? Parce qu'on a besoin d'avoir du temps. On est incapable de faire cette consultation dans le rythme infernal de nos semaines ouvrées. Et par ailleurs, on souhaite que les patients qui ont généralement un impact socio-professionnel important d'une prothèse qui ne va pas, on souhaite que, si possible, ceux qui travaillent en semaine puissent ne pas avoir à sacrifier un jour de semaine. Et donc, ils se déplacent bien le samedi. On est tranquille pour les voir et pour les examiner. C'est une consultation de conseil. En fait, c'est un audit. On réalise un audit de leur hanche, c'est-à-dire qu'on va les recevoir, les écouter, on va demander des examens, on va leur proposer un rapport, mais on ne va jamais programmer une date opératoire le jour de la consultation. On va plutôt avoir tendance à leur proposer de retourner voir leur chirurgien avec un diagnostic, et on se présente plutôt comme des conseillers que des chirurgiens avec le bistouri entre les dents. Enfin, nous avons un prérequis. Il ne suffit pas d'appeler et de prendre rendez-vous. On reçoit uniquement les patients qui sont sélectionnés par nous-mêmes. C'est nous qui les sélectionnons. Donc, ils nous contactent. On a un numéro en 08. On a maintenant les secrétariats. Et ils présentent, ils nous racontent leur cas. Ils nous font soit une lettre, soit un mail. On voit si c'est de notre ressort. Et il y a parmi les prérequis un questionnaire. Alors, ce questionnaire, il est très complet. On l'a élaboré il y a quelques années avec le docteur De Bies. Et il reprend toute l'histoire subjective du patient telle qu'il l'a vécu. Donc je vais vous passer les pages de ce questionnaire. Vous allez voir, il fait 18 pages. Donc en dehors des renseignements administratifs et des professionnels de santé impliqués, on s'intéresse au mode de vie de nos patients. Ils nous signalent la localisation de leur douleur. Ils nous racontent un petit peu ce qu'ils savent de cette opération de la hanche. Est-ce qu'il y a une complication? Est-ce que ça a duré? Est-ce qu'ils ont une information particulière? Parfois, des patients nous disent, lors de l'opération, il y a une fracture, ou parfois ils nous disent, l'opération s'est très bien passée. Il nous donne des renseignements sur leur hanche avant la prothèse, comment elle était. Il nous parle des suites immédiates de la pose de prothèse. Est-ce que l'hospitalisation à la clinique ou à l'hôpital a été particulièrement fluide ou difficile? Ensuite, il nous parle de leur état actuel avec les difficultés qu'ils ressentent. Il nous donne des renseignements sur la chronologie des faits marquants. Il nous parle de la géométrie de leur hanche. Est-ce qu'ils la sentent trop longue, trop courte? Est-ce qu'ils sentent que le pied tourne à gauche, à droite, etc. Et il parle de la stabilité, de la mobilité. Évidemment, on n'a pas beaucoup, on ne s'adresse pas uniquement aux patients qui ont des luxations, mais tous les patients qui ont des sensations mécaniques anormales. Ça peut être un bruit, comme vous avez entendu, des craquements, des ressauts. Et on s'intéresse effectivement aux facteurs de risque infectieux, au rachis lombaire, à la masse musculaire. Et puis on leur pose des questions sur les aspects professionnels et socio-économiques, sur les traitements qu'ils ont entrepris pour leur hanche, sur les aspects plus psychologiques, affectifs, l'impact sur leur sexualité, sur leur vie de famille, etc. Et puis enfin, leur parcours de soins, on pose des questions un petit peu délicates. Avez-vous encore confiance dans votre chirurgien? Avez-vous tenté une procédure en CRCI, un procès au civil, etc. On aime bien savoir un petit peu quel est le type de relation qu'ils ont. Et puis à la fin, on leur demande qu'est-ce que vous espérez. Et souvent, ils nous disent « je compte guérir et je sais que je peux guérir ». Alors comment ça se passe? Je vous ai fait un tout petit schéma. Les consultations collégiales de conseil ont lieu le samedi. On est capable de voir au maximum 8 à 10 patients dans la journée. Et on consacre a priori 1 heure par patient. Alors ça commence par un petit temps qui dure moins de 10 minutes. Chaque patient, nous menons ces consultations à 3, donc le docteur De Bies, docteur Tourabali et moi-même. Et donc chaque patient est parrainé par l'un de nous 3 qui a étudié le dossier en amont, qui a pris connaissance du questionnaire de 18 pages qu'on appelle « Mon histoire de hanche ». Et pendant 8 minutes, il va présenter ce dossier à ses collègues, à nous, et on va, je dirais, prendre un peu connaissance du cas avant de laisser rentrer le patient. Le patient va rentrer, c'est la partie la plus longue de la consultation collégiale. On va passer beaucoup de temps à parler. Il va s'asseoir et on va lui dire alors. Et on va faire une vraie consultation, comme une consultation, je pense, de médecine interne, ou comme des consultations pouvaient se faire il y a quelques décennies. On prend beaucoup de temps. Ils viennent souvent accompagnés. C'est le samedi, donc il y a souvent le monsieur ou madame, parfois la mère, les enfants, etc. Et donc on parle et ils nous racontent un petit peu toute leur histoire. On rentre dans leur histoire et ensuite on les examine. Et là, c'est un examen qui est un peu rude. Hein, on les ménage pas. On a un examen clinique qui est assez complet. Et une fois qu'on a bien vu ce qu'on voulait voir chez les patients, on leur demande de sortir parce que là, on souhaite être seul pour débriefer et on prend une petite dizaine de minutes pour avoir ce débriefing entre nous, un peu ce mini-débat. Et jusqu'à présent, on a toujours réussi à formuler
un diagnostic un petit peu uniciste, ou en tout cas un angle de vue cohérent, et à proposer des solutions qui sont cohérentes entre nous trois. Alors à ce moment-là, quand la maturité de la consultation est avancée, on fait rentrer à nouveau le patient et on fait ce qu'on appelle la restitution, c'est-à-dire que là, on va leur dire, voilà, nous pensons que vous avez bien été opéré, mais vous n'avez pas eu de chance, vous aviez un cotyle un petit peu petit, donc la cupule est un petit peu débordante, etc., etc. Ça explique que vous ayez tel symptôme, tel symptôme. Et on va prendre le temps de montrer sur les images, de faire comprendre aux patients. C'est assez simple, la hanche avec des images, on est tous capables de comprendre. Finalement, on va passer aux solutions. On va dire, voilà, les solutions, c'est tel examen diagnostic pour confirmer, c'est tel traitement. Et s'il y a une chirurgie de révision, on va évoquer le fait qu'elle puisse être faite soit ailleurs, soit dans notre équipe. De plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des inadéquations entre des hanches qui sont de morphologie un peu particulière et des implants qui étaient des implants standards, tout droit, qui n'allaient pas. Donc on a assez souvent des propositions de révision avec des prothèses sur mesure. Et ces prothèses sur mesure, on est les seuls en France à les proposer en termes de révision. Donc assez souvent, finalement, ils se confient à nous, mais toujours dans un deuxième temps, après un temps de réflexion. Et puis voilà, il nous reste 5 minutes pour, quand le patient est parti, souffler et dire, ah bah dis donc, c'était un cas difficile, intéressant, on en tire un peu nos enseignements. Voilà, que dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit sur cette consultation collégiale. Une chose, c'est que c'est épuisant. Et quand on a passé un samedi comme ça à concentrer sur les images, sur les patients, à parler, à discuter avec des patients qui parfois sont extrêmement émus, qui ont une charge émotionnelle intense, eh bien, on est content que la journée se termine. N'est-ce pas, Jean-Louis ?